Bonsoir à tous. C'est une commune qui est une porte d'entrée dans la région qui est au centre de notre débat ce soir. Je veux parler de Gansoren. Les nafteurs y pénètrent par milliers chaque jour sans toujours savoir qui la traverse. On va découvrir maintenant sa carte d'identité. Elle abrite un peu plus de 25 500 habitants. À sa tête, Jean-Paul Van Latem qui a succédé à Pierre Compagnie en mai 2022. Dans la majorité, on retrouve donc Pro-Gansoren, autrement dit les engagés, en coalition avec le mouvement réformateur et Défi. Dans l'opposition, Écolo-Groen, Ensemble Samen, c'est le nom de la liste socialiste, et la NVA. 5 invités sur notre plateau ce soir. Je vais vous les présenter tout de suite, en commençant par vous, Jean-Paul Van Latem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste du bourgmestre. À vos côtés, il y a Karima Suisse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste PS plus citoyen. Il y a également Grégory Raz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Défi. En face de vous, il y a Stéphane Obeid, bonsoir. Bonsoir, vous êtes tête de liste MR. Et enfin, Marie Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Écolo-Groen. Comme d'habitude, c'est un tirage au sort qui a déterminé la première prise de parole. Et c'est vous, Jean-Paul Van Latem, qui avez décroché le numéro 1. Ma question va être simple et ce sera la même pour tous les candidats. Qu'est-ce qui changera si vous restez dans une majorité après les élections? Mais ce qui changera, ce seront la concrétisation de toute une série de dossiers qui ont été enclenchés, des dossiers importants. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant dans l'histoire de Gansoren, avec un certain nombre de choses à rectifier et à corriger. On a parlé beaucoup, et les personnes que vous avez interrogées en ont témoigné, de problématiques comme la propreté publique, qui est un réel souci. Et donc, avec la nouvelle équipe, ce sera une des priorités qui sera en 1, veiller à avoir des voiries communales et régionales propres dans notre commune. Et la propreté, ce sera un thème de ce débat. Stéphane Obeid, même question pour vous. Qu'est-ce qui changera si vous restez dans une majorité? Ce qui changera d'abord, c'est une méthode de travail, une méthode qui permet d'atteindre des objectifs très concrets pour faire en sorte que Gansoren devienne une commune de destination plutôt que de passage. C'est une commune fortement résidentielle, c'est une commune considérée comme dortoir, et ce qu'on veut avec les membres de ma liste OpenMR, c'est de faire en sorte véritablement d'améliorer la qualité de vie pour rendre cette commune véritablement attractive, et ça passe évidemment par les questions de sécurité qui reviennent inlassablement dans les rencontres qu'on a avec les citoyens, mais également de propreté publique. Alors, Marie Fontaine, même question pour vous, mais là, qu'est-ce qui changera si vous entrez dans une majorité? Mais ce qui changera si on entre dans une majorité, c'est une dynamisation de la commune. On a l'impression d'être une commune qui est minée par les conflits politiques depuis bien trop longtemps, figée dans une gestion parfois un peu en affaires courantes, vu toute l'énergie qui est mise dans les différentes tensions. Nous, on veut apporter un projet positif. On veut apporter un renouveau politique dans la commune et la rendre plus verte, plus dynamique et plus solidaire. Alors, Grégory Raz, même question pour vous, mais vous, qu'est-ce qui changera si vous restez dans la majorité? Si on reste, évidemment, c'est pour concrétiser les grands projets qu'on a déjà commencé à mettre en place. On pense notamment au master plan, la maison de la participation citoyenne et j'en passe. Et évidemment, là, on va mettre l'accent, c'est clairement sur la propreté. Pour nous, c'est une des priorités numéro 1, comme l'a dit le bourgmestre. Quand on rencontre les citoyens au quotidien, pour l'instant, on fait quand même pas mal de porte-à-porte vu qu'on est en campagne électorale. Et c'est ce qui nous revient le plus souvent. Donc voilà, concrétiser nos grands projets qu'on a fait avec cette majorité, et il y en a eu quand même pas mal, et axer cette future majorité sur la propreté. Et enfin, même question pour vous, Karima Suisse, si vous entrez dans une majorité, qu'est-ce qui changera? Alors, on apportera un souffle nouveau avec une équipe dynamique et progressiste qui aspire très certainement à une commune qui est un petit peu plus à l'écoute du citoyen. Et je profite pour dire que notre programme, nous l'avons élaboré justement suite à une large consultation avec les citoyens. Alors, on va tout de suite parler, puisque vous avez tous répondu en 30 secondes ou un peu moins de 30 secondes. On va parler de la situation politique maintenant, parce qu'un changement, c'est l'annonce donc de cet accord préélectoral entre la liste du bourgmestre, la liste PS plus citoyen et la liste Défi. C'est donc changer l'EMR par le PS. Pourquoi ce changement, Jean-Paul Van Latem? Écoutez, à un moment donné, pour qu'un collège communal puisse être efficace,
cela repose sur la confiance. Et donc ça fait 1 an et demi que je constate que j'ai un partenaire, le MR, qui mène campagne sur des sujets dont la propreté et la sécurité. Donc c'est évidemment très particulier d'avoir un pied dedans, un pied dehors quand on est dans une coalition. Et donc, à un moment donné, je pense que c'est le partenaire lui-même qui a considéré vouloir tirer la prise. Et à partir de là, je pense que la commune a vocation à continuer à servir et à poursuivre. Et donc, pendant plus d'1 an et demi, c'est vrai, avec les partenaires, on s'est rencontrés. Ça ne s'est pas fait au coin d'une table pour arriver à un accord de majorité qui est annoncé publiquement. Faut-il encore, bien évidemment, qu'il soit validé par l'électeur, mais en toute transparence, cet accord a été annoncé. Et donc, à un moment donné, voilà, moi, je n'ai pas vocation à tergiverser. Et donc, quand j'entends des propos qui ont vocation à faire comprendre que Gansoren est une commune infréquentable ou qu'on est quasi dans le Bronx, ça ne correspond en rien à la réalité et c'est quelque part entacher la commune. Et c'est un message négatif. Or, moi, je veux un projet positif. Alors, Stéphane Obeit, est-ce que vous avez fait de la participe-opposition ? Pas vraiment. Je crois que c'est une interprétation du bourgmestre pour faire en sorte effectivement de remplacer l'EMR par un autre partenaire, comme il l'a fait d'ailleurs ce quart de siècle dernier, dans lequel il a siégé à des postes exécutifs dans la commune. Il a changé lui-même de parti plusieurs fois et de partenaire plusieurs fois. Je dirais que le bourgmestre est cohérent dans une forme d'incohérence. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important finalement, c'est pas les guéguerres politiques ou les arrangements à l'avance. Ce qui est important, c'est le projet qu'on porte pour les habitants. Et c'est ça qu'ils attendent de nous. Ouais, alors Grégory Raz, vous avez les mêmes griefs que Jean-Paul Van Lathème par rapport au MR Par rapport au MR, oui, c'est vrai que j'ai été un peu surpris, par exemple, de voir la campagne, voilà, un début de campagne où, en effet, on parlait de sécurité et de propreté, alors qu'on était dans la majorité. C'est vrai que voilà, je reconnais que j'étais un peu surpris. Mais bon, voilà, on en a pris acte. C'est vrai qu'on a comment je vais dire ça ? On a plus de facilité de collaborer entre la liste du bourgmestre et Défi. Ça, c'est vrai que c'est indéniable. Dans notre programme, on a pas mal d'axes qui se complétaient. Et c'est vrai que quand on a vu qu'un des partenaires voilà, n'était pas vraiment à 100% avec cette majorité qui était en place, voilà, on a dû faire ce constat-là. Et donc, on a dû avancer avec un autre partenaire. Et comme le bourgmestre l'a dit, ça ne s'est pas fait au coin d'une table. On a vraiment analysé les programmes. On a regardé aussi ce qui se passait au conseil communal. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'à plusieurs reprises, il y a eu des votes au conseil communal où la majorité qui était en place n'a pas voté la même chose en même temps. Et donc, ça nous a aussi posé question. Et donc, voilà, on a dû faire un choix. Et ce choix, il a été en toute transparence énoncé dans la presse pour que, justement, les citoyens puissent savoir quelle majorité future. S'ils le souhaitent, c'est encore eux qui décideront. Mais on a vraiment voulu le rendre public. Ça, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Oui, alors Karima Suisse, cet accord, il est bétonné. Si l'électeur vous accorde la confiance, il est bétonné, il ne changera pas ? Il ne changera pas. Il ne changera pas. Pour parler en tout cas de ce qui se passe en conseil communal, je dois dire que durant ces 6 années, donc avec le groupe Écolo Groen, nous étions dans l'opposition. Et il s'avère qu'on a quand même mené une opposition relativement constructive. Et puis, voilà, on s'est rendu compte, suite à plusieurs échanges avec la future liste LB, qu'on a envie d'apporter un changement à la commune de Gansoren. On a discuté des points. Et il y a énormément de convergence, effectivement. Oui. Alors Marie Fontaine, comment vous vivez ça ? Vous essayez de travailler à une majorité alternative par rapport à ce qui est annoncé ? Non, il n'y a absolument pas de tentative de majorité alternative. Donc nous, on a pris acte de ce préaccord électoral. Voilà, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière un niveau projet, c'est pas encore très évident, mais les électeurs feront leur choix entre un projet gris, un projet vert, et en fonction du résultat le soir des élections, eh bien, nous irons vers ceux qui sont prêts à se bouger pour Gansoren. Donc le projet qui est porté, vous le qualifiez de gris ? Parce que pour le moment, on n'a pas encore pu en voir vraiment la texture. Donc nous, on a un peu l'impression que c'est un projet du statu quo, de la continuité, de assurer probablement certains mandats. Je ne sais pas si laissez terminer Madame Fontaine et puis on vous donnera la parole. Mais donc voilà, nous ce qu'on propose, c'est une alternative. On écoutera les électeurs, on verra quelles sont les possibilités qui s'ouvrent le soir des élections.
Et c'est sur base de ça que les choses se décideront de notre côté. Oui, mais vous, quand on vous entend, Stéphane Obeit, fort de votre score en juin, où vous avez cartonné avec plus 11%, vous vous dites que les jeux ne sont pas faits. Vous voulez finalement faire mentir cet accord préélectoral, le casser en tout cas. À mon sens, ils ne sont pas faits pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, vous l'avez rappelé, le MR a fait son plus beau score historique à Gansoren le 9 juin dernier. On est à près de 30%. La deuxième raison, c'est qu'on s'est adjoint de l'Open VLD, qui était historiquement avec le Parti Socialiste, qui nous a rejoints, avec des figures comme David Stegen, qui nous a rejoints. Et donc, effectivement, on sent véritablement la volonté des habitants de changer de capitaine. Et c'est cette volonté-là qu'on essaye d'incarner. Est-ce que vous avez été trop vite, Jean-Paul Van Latem, en signant cet accord préélectoral? C'était fin mai, en l'annonçant en tout cas. Écoutez, à un moment donné, quand la confiance est partie, il n'y a pas de raison qu'elle revienne subitement. J'entends M. Obeit parler de l'Open VLD. À ma connaissance, il n'y a même pas un élu Open VLD au Conseil communal. Donc à un moment donné, je comprends bien l'envie de vouloir faire monter ça. Oui, mais le score du MR, par exemple, en juin, ça ne fait pas peur. Le MR a progressé, mais les élections régionales, ce ne sont pas les élections communales. Il y a des ancrages communaux, des personnalités communales et des personnes de terrain qui connaissent les enjeux et les besoins des Gansorenois. Et donc c'est vrai que je constate que le MR importe au niveau communal un programme du national, entre autres en matière de sécurité et autres. Mais Gansoren, ce n'est pas la région et ce n'est pas le fédéral. Ouais. Et la perte de Pierre Compagnie, qui n'est plus là aujourd'hui et qui était un faiseur de voix, est-ce que c'est une crainte pour vous ? Écoutez, moi j'ai fait le 3e score de la commune il y a 6 ans, sans cette tête de liste, j'étais 22 ans à Échevin. Bien évidemment, c'est une perte. D'autres personnalités ont quitté Gansoren. Je rappelle également qu'il y a un turnover d'en moyenne 1200 personnes par an qui ne connaissent pas forcément les uns et les autres. Par contre, avec mon équipe et un certain nombre d'échevins qui ont mis leurs mains dans le cambouis et qui ont effectivement mené des projets qui sont visibles, je pense qu'à un moment donné, il y aura un retour sur investissement et les Gansorenois savent très bien ce qui se fait au quotidien en faveur de l'intérêt général. Et encore une fois, les régionales, ce n'est pas les communales. Oui, et votre majorité alternative, quelle serait-elle en fait, Stéphane Obeit ? C'est une majorité qui travaillera à ne pas augmenter la fiscalité sur les... Oui, mais avec quel parti ? C'est ça ma question. C'est les partis qui s'engagent le soir des élections à mener les réformes nécessaires pour pas augmenter la fiscalité sur les ménages. Oui, est-ce que vous êtes effectivement, j'ai lu dans le programme notamment de l'ALB qu'il ne souhaitait pas augmenter la fiscalité communale. Il l'avait déjà inscrit en 2018 par ailleurs. Défi la même chose. Et j'ai pris note, effectivement, dans les programmes. Après, on sait que parfois, entre les programmes et la réalité, il y a un changement. Ouais. Mais entre vous et Jean-Paul Van Latem, est-ce que vous êtes irréconciliables, en fait ? Écoutez, nous, on est là d'abord pour travailler pour les Gansorenois, donc c'est pas une question de se détester ou d'être aimé par l'un et par l'autre. J'ai travaillé très correctement pendant 4 ans avec M. Van Latem sur des grands projets, effectivement, pour la commune, pour restructurer la commune, pour lui donner une identité ou des identités. C'est des collaborations qui ont bien fonctionné à mon sens. Je remarque que, contrairement à ce qu'a dit Jean-Paul Van Latem, c'est lui qui a retiré la prise. Oui, vous êtes irréconciliable, en fait, avec le MR, Jean-Paul Van Latem. Mais quand je lis, par exemple, l'Open MR, que c'est ma liste qui a augmenté le PRI, ce PRI a été augmenté collectivement. Donc c'est le précompte, hein. Et M. Obeit, échevin des finances, l'a voté, contrairement à tout ce qu'il peut dire. Donc à un moment donné, vouloir revenir sur des décisions qui ont été prises, soit on l'assume, moi je l'assume, mon groupe l'assume, manifestement ça n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Alors Grégory Ras, même question que j'ai posée à Madame Suisse, cet accord il est scellé en fait, vous ne reviendrez pas dessus quoi. Non, bien sûr que non, comme on le dit souvent, c'est un accord aussi de confiance, donc ce n'est pas un accord uniquement politique, donc on a nos 5 axes qu'on a proposés donc, qui sont assez visibles, donc je m'étonne un peu de la remarque d'écolo, mais on peut les envoyer. Donc on a vraiment décidé de travailler sur 5 grands axes. Et c'est vrai qu'on reste 3 partis différents. Voilà, 3 partis différents, mais on a décidé de faire abstraction de nos différences et de travailler plutôt sur nos convergences dans l'intérêt des Gansorenois. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc on est assez clair là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut de la confiance dans une majorité, dans un collège. Et ici, en tout cas pour Défi, nous généralement, quand on signe quelque chose, on s'y engage et on s'y tient. Oui, Marie Fontaine, vous avez souligné dans votre première interpellation, dans votre première prise de parole, les problèmes de gouvernance. Vous craignez que ça ne se poursuive dans les années qui viennent ? Écoutez, en fait, il y a 6 ans, on était en train d'avoir le même genre de discussion, avec les mêmes protagonistes autour de la table. On en était déjà à parler, à parler de changement d'alliance, de coups dans le dos, de personnes qui changent de liste, etc. Oui, je ne suis pas du tout rassurée sur le fait que ça va évoluer et qu'on va pouvoir
et qu'on va pouvoir avoir une façon plus constructive de gérer la commune. Nous, on est dans l'opposition depuis 20 ans. On a mené, comme Mme Suisse l'a dit, une opposition, je pense, toujours très positive, très constructive. On a essayé d'être propositionnel. On a soutenu la majorité chaque fois que les projets nous semblaient pertinents. On a aussi, on n'a pas arrêté non plus d'interroger, de proposer, de questionner. Et donc voilà, je pense que si les Gansorenois maintenant veulent un souffle nouveau et une nouvelle façon de faire de la politique à Gansoren, on est là pour ça, avec une équipe qui est implantée dans les quartiers, pleine de personnes qui ont vraiment des idées à apporter et qui sont prêtes à apporter cette dynamique. Oui, mais vos partenaires privilégiés, quels seraient-ils dans le scénario qui se profile autour de la table aujourd'hui ? Donc moi, je n'ai pas de partenaire privilégié. Je pense que les choses sont assez claires. Effectivement, il y a un préaccord qui est présenté aux électeurs. Les électeurs choisiront de le valider ou de l'invalider. Et en fonction de ces résultats-là, en fonction de ce qui se dégagera, nous, on est prêts à aller à la table et à discuter pour mettre en place nos projets pour la commune. Oui, donc vous avez l'impression que cet accord préélectoral n'est pas si définitif que ça. Alors, je ne sais pas quel est le niveau d'engagement des personnes et je ne vais pas juger là-dessus. Maintenant, je pense que très clairement, les pronostics sont très difficiles à faire. La commune a beaucoup évolué en 6 ans. Il y a beaucoup d'attentes aussi de la part des Gansorenois. Enfin, nous, on nous interpelle beaucoup aussi par rapport à ça. La démographie a changé, il y a un renouvellement de la population. Il y a le résultat du 9 juin aussi. Dans quelle mesure il impactera les résultats communaux, c'est assez difficile à le prévoir. Et puis, en fait, il y a quand même... Les listes sont pas mal redessinées, donc le PNVLD qui vient avec le MR. On a une série de mandataires MR maintenant sur la liste pour Gansoren. Enfin, c'est quand même un cafouillis dans lequel il va falloir s'y retrouver. Ouais, vous avez confiance en la solidité de l'attelage, Jean-Paul Van Latem ? J'ai surtout confiance dans la lucidité des électeurs qui connaissent et peuvent saluer le travail qui a été réalisé et l'expérience d'un certain nombre d'élus, avec beaucoup de nouveaux visages et une nouvelle énergie. Qu'est-ce que vous trouvez, Madame Suisse, puisque vous dites que vous avez fait une opposition constructive avec Écolo Groen dans la dernière législature, qu'est-ce que vous trouvez avec les deux partenaires que vous ne trouvez pas dans les programmes Écolo Groen et MR ? Je vous avoue que je n'ai pas lu le programme du MR ni celui d'Écolo. Et d'ailleurs, je m'étonne que Madame Fontaine qualifie notre programme de gris, alors que je suis... Du projet de préaccord, pas des programmes individuels. Oui, mais avec un projet gris avec des programmes que vous ignorez, que vous n'avez pas pris connaissance. Non. Je pense que... Et donc, si je peux juste terminer... Oui, allez-y, terminez, et puis je vous donnerai la parole. Voilà, donc comme je l'ai dit, nous avons discuté sur plusieurs axes, et il s'avère que... on a quand même travaillé durant 6 ans au conseil communal. Oui, mais vous étiez dans l'opposition. On était dans l'opposition, mais le conseil communal, c'est avec tous les conseillers. Donc on se rend compte du point de vue de chaque parti, des points importants qui passent, c'est les positions de l'un et l'autre. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait peut-être moyen de trouver des points convergents avec la liste... LB. Oui, Marie Fontaine, répondez maintenant. Oui, juste pour réagir. Donc, bien sûr, je connais les programmes de chacun. Ce que je mets en avant, c'est que ce qui est présenté aux électeurs, le projet commun qui vous réunit n'est pas tellement évident. Enfin, dans ce qui est communiqué, dans ce qui est perçu à l'extérieur, voilà, on voit une coalition qui veut se maintenir, qui veut poursuivre des projets, mais le fond derrière, l'idée... n'est pas évident. Oui, alors le projet commun, Madame Suisse, pour le préciser pour les téléspectateurs qui nous regardent. On a travaillé essentiellement sur 5 axes, la propreté, la sécurité, les infrastructures publiques, la jeunesse, oui, la jeunesse, très certainement, la jeunesse, la mobilité. Donc, voilà, je pense que c'est très certainement les thèmes qui reviennent régulièrement sur le terrain. Mais si vous le permettez, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant des thèmes précis maintenant. Quels sont les principaux enjeux à Gansoren ? C'est ce qu'a tenté de savoir Marius Biel. Il a été à la rencontre des habitants. Il nous résume maintenant leurs 2 préoccupations principales. Je me trouve sur l'avenue Charles Quint à Gansoren. J'ai rencontré les habitants et la première chose dont ils m'ont parlé aujourd'hui, c'est l'enjeu de la saleté dans la commune.
Vous pouvez le voir derrière moi, il y a énormément de poubelles sur le trottoir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le seul jour de ramassage des ordures qui est prévu pour l'avenue Charles-Quint. À terme, les habitants aimeraient bien qu'il y ait un deuxième jour qui soit rajouté dans le calendrier de ramassage, ou alors qu'il y ait plus de poubelles publiques. Un autre élément dont les habitants de Gansoren m'ont parlé ce matin, c'est l'aménagement de l'avenue Charles-Quint en boulevard urbain. Alors en fait, c'est un projet de la région, mais les habitants en parlent justement parce qu'ils espèrent une mobilité un peu plus douce, moins de cohue sur cette avenue qui rallie le ring à la petite ceinture. Ils espèrent notamment l'installation de petits squares pour rendre l'espace un peu plus agréable à vivre en fait au quotidien. Voilà, ces deux thèmes qu'on va aborder. On va commencer par celui de la propreté. Grégory Raz, vous êtes en retard sur le temps de parole. Je vais vous donner la parole pour commencer. Alors, Gansoren est une commune sale, vous ne vous en cachez pas. Comment faire pour qu'elle soit plus propre? Est-ce que votre priorité, c'est la répression ou la prévention? Je pense que les deux doivent être accompagnés ensemble, parce que sinon ça n'a aucun sens. En effet, dans notre programme, la priorité numéro 1 pour nous, c'est la propreté. Votre journaliste le montre bien, donc les poubelles débordent. Sur des voiries régionales, moi j'habite avenue de l'Exposition universelle par exemple, c'est aussi catastrophique. Avec ce collège, on a demandé au ministre Alain Marron de pouvoir avoir un deuxième passage, de remettre un deuxième passage, parce qu'on en avait un au préalable avant, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et voilà, moi je constate que par exemple du vendredi soir au lundi matin, évidemment il y a moins de fonctionnaires pour travailler et les poubelles débordent. Et donc on constate que c'est problématique. Et donc deuxième passage est une de vos priorités, mais il faudra négocier avec la région de toute façon. Il faudra forcément négocier avec la région, mais je pense qu'on est en position de force parce qu'on n'est pas la seule commune où on nous a enlevé un passage de poubelles. Et les autres communes qui sont dans le même cas de figure que nous réclament également un deuxième passage. Alors Stéphane Obey, deuxième passage, une priorité aussi pour vous ou pas? J'ai lu effectivement dans différents programmes ici la nécessité de passer un deuxième passage pour le tout venant, donc les sacs blancs. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que c'est une compétence effectivement régionale, la collecte des déchets ménagers. Et ça me fait un tout petit peu sourire que des filles demandent un deuxième passage, compte tenu qu'ils sont au gouvernement aujourd'hui, qu'ils ont approuvé effectivement la diminution à un passage. Ouais, réponse rapide, Grégory Raz. Je peux répondre facilement. Nous n'avons pas la compétence de la propreté publique. Et puis je rappelle que le MR a depuis 12 ans la propreté publique dans ses attributions à la commune. Et c'est vrai que j'ai parlé des voiries régionales, mais évidemment, je peux parler exactement aussi des voiries communales, où ce n'est pas nettement plus propre. Et donc voilà. Oui, alors Marie Fontaine, puisqu'on a mis en cause le ministre Alain Marron avec sa réforme des collectes, est-ce que ça a participé à l'augmentation de la saleté à Gansoren? Mais en fait, je pense que le reportage qu'on a vu tout à l'heure, où un commerçant indique que c'est sale depuis 20 ans, répond très bien à votre question. Moi, je suis assez inquiète quand même quand j'entends M. Raz indiquer que sa priorité numéro 1 pour la propreté à Gansoren, c'est un élément sur lequel la commune n'a pas la main. Donc j'espère quand même qu'il y a d'autres propositions. La saleté, elle est partout dans la commune. Et donc, il faut aussi, au niveau de la commune, prendre tous les leviers qu'on a à disposition pour améliorer la propreté. Oui, alors vous parlez dans votre programme, Jean-Paul Van Latem, de tolérance zéro en matière de propreté publique. Si vous le permettez, parce que ce n'est pas tout à fait correct. Donc d'abord, la mesure a été prise de façon unilatérale. Sur les 19 communes, vous constaterez que 9 seulement sont impliquées, les 10 autres pas, pour des critères qui sont tout à fait... obscur en matière de densité de la population. On ne va pas faire toute l'émission sur la réforme des collectes. Mais à un moment donné, les choses doivent être précisées. Je constate que les ressources humaines qui sont affectées aux voiries régionales ne sont pas les mêmes. On peut vous citer un certain nombre de voiries régionales où les effectifs sont supérieurs. Et donc j'ai quand même du mal à comprendre que pour Gansoren, 2 ou 3 personnes doivent systématiquement recommencer. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur de casting en termes de ressources humaines et un très mauvais déploiement au niveau régional. Oui, une réponse rapide, Marie Fontaine, puisqu'on remet en cause à nouveau la réforme des collectes et puis on passe aux instruments communaux à mettre en œuvre, si vous le voulez bien. Donc effectivement, la réforme des collectes a été portée par l'ensemble du gouvernement régional. Moi, je ne suis pas ici porte-parole de l'ABP. Il y a certainement encore beaucoup de choses à améliorer, un accompagnement à faire à différents niveaux. Cette réforme fonctionne, je pense, très bien dans certains quartiers
Et ça se voit notamment au niveau du tri, au niveau de la quantité de déchets qui sont incinérés, qui a fortement baissé. Maintenant, ça pose effectivement des difficultés sur des grosses voiries très denses comme l'avenue Charles-Quint. Et là-dessus, il faudra travailler ensemble, main dans la main, avec la région pour poursuivre l'accompagnement. Très rapidement, Moi, Stéphane je voudrais Obey. juste revenir sur les instruments communaux, parce qu'on s'écarte totalement du sujet. Oui, d'accord, mais je vais faire un tour de table. Certains n'ont pas encore parlé sur le sujet. Voilà, Madame Suisse, vous parlez dans votre programme d'agents constatateurs en plus qu'un gardien de la paix pourrait avoir cette compétence-là, de caméras mobiles. Vous pensez qu'il faut vraiment aller vers plus de répression ? Tout à fait. Des répressions sévères même, tolérance zéro, comme l'a dit monsieur le bourgmestre. Je pense qu'il faut avant tout, et c'est comment dirais-je, c'est la première action à mener, c'est d'abord sensibiliser les citoyens. Donc mener une large sensibilisation campagne. avant répression, si je vous ai bien compris. Sensibiliser d'abord les citoyens et en cas de récidive, des amendes sévères. Ouais, alors Stéphane Obey, vous aviez la compétence de la propreté. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui fera que demain, si vous êtes dans la majorité, ça fonctionnera mieux ? Mais tout d'abord, effectivement, la propreté publique, elle s'aborde de 3 façons. Madame Suisse vient de le rappeler, d'abord la prévention, qui est une compétence du bourgmestre. Puis l'opérationnalisation, le nettoiement. C'est effectivement ma responsabilité, mais dans le cadre d'un collège, et donc la responsabilité est partagée. Et puis enfin, les sanctions. Et une fois de plus, tout le volet répressif, c'est aussi une compétence du bourgmestre. Oui. Ce n'est pas une compétence de l'échevin. Donc on a tendance à absolument tout mélanger. Donc, parce que je vois bien, et c'est totalement... Non, mais répondez, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le volet tolérance zéro, qui était d'ailleurs déjà, si vous me permettez que je termine, qui était déjà inscrit dans notre accord de majorité. Donc c'était déjà l'objet d'une tolérance zéro. Et pourquoi elle n'a pas eu lieu ? Parce qu'effectivement, on n'a pas eu suffisamment d'agents constatateurs, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de volonté véritablement à aller traquer les personnes qui font des dépôts clandestins. Et ça, véritablement, ce n'est pas la compétence unique de l'échevin de la propreté, c'est une compétence qui est partagée avec le bourgmestre. Alors, on vous renvoie la balle, Jean-Paul Van Latten. On va répondre. Donc, M. Obey a bénéficié pendant de nombreuses années de subsides régionaux. Et depuis quelques années, on externalise à une société qui nous livre les images pour 120 000 € par an, sauf qu'il n'y a personne pour regarder ces images. Et donc ça fait plusieurs années qu'on met 120 000 € à fond perdu dans un égout, puisque personne ne les regarde. Et donc à un moment donné, moi je peux entendre beaucoup de choses. Et donc je sais que le MR a le chic de faire campagne sur des matières où ils ont les leviers au quotidien, parce que vous dites dans l'opposition, non, M. Obey est dans la majorité, il l'est depuis 12 ans, il est en charge de la propreté publique. Ben, votre groupe, on doit vous désavouer, Mme Cornelissen. Vous dites M. Obey, donc je ne suis pas là depuis 12 ans, effectivement. Non, le groupe MR a la propreté publique depuis 12 ans. Et donc, à un moment donné, ces subsides régionaux auraient très bien pu également servir à des engagements et visualiser, payer une entreprise pour avoir pour 120 000 € d'images que personne ne visualise, c'est un vrai scandale. Et donc, effectivement, il y a plusieurs axes, les caméras, de la répression, mais surtout une gestion minutieuse de ce subside qui aurait pu être utilisé différemment. Très rapidement, Stéphane Obey, et puis je donnerai la parole à Marie Fontaine. Les propos de M. le bourgmestre sortant sont indécents. D'abord, indécents par rapport à la réalité des chiffres. On a eu effectivement des constats qui ont été opérés sur base des caméras. On était une des communes qui était pourvue de plus de caméras dédiées à la propreté publique. Et effectivement, il y a eu un problème RH avec un agent qui est tombé en maladie et qu'on a eu beaucoup de mal à pouvoir remplacer. C'est vrai, c'est une réalité managériale de la commune. On a eu cette difficulté-là. On a arrêté effectivement ce marché. Mais donc de dire effectivement que... donc, laissez-moi terminer, M. Van Latten. Donc de dire qu'effectivement rien n'a été fait en matière de répression, qu'il n'y avait personne derrière la caméra, les chiffres témoignent bien que ça a eu un effet. Et on a un problème effectivement de remplacement et de ressources humaines au sein de la commune. Ça ne concerne pas que le service propreté par ailleurs. Alors Marie Fontaine, dans votre programme, vous dites aussi on va lutter activement contre les dépôts sauvages, on va renforcer la surveillance. Ça doit passer par là impérativement pour vous, ou alors vous dites la sensibilisation a toute son importance également. Je voudrais juste revenir sur les propos qu'on vient d'entendre. Bah, en fait, il y a un collège, il prend des décisions collégiales. Enfin, allez assumer ensemble à un moment donné. Je ne dis pas ça plus à vous qu'à vous, mais c'était la même chose sur le débat sur la bibliothèque, quoi. J'étais hallucinée, moi, d'entendre dans les médias M. Van Latten qui attaque Mme Cornelissen, mais en fait, vous étiez... Oui, on ne va pas faire un débat sur la bibliothèque maintenant. Donc vous dénoncez le manque de collégialité. Voilà, et de nouveau, en fait, ça revient à ce que je disais au début, on est dans des conflits politiques qui empêchent d'avoir une bonne gestion de la commune. Oui, et comment donc, faire pour vous que ça n'arrive plus demain, et avec quels moyens à mettre en œuvre ? Alors, en termes de propreté,
Pour moi, mais donc les caméras ont un effet lorsque les dépôts clandestins sont déposés par des véhicules. Mais nous, ce qu'on veut absolument, c'est plus d'humains dans les rues. Et donc voilà, il faut un service de nettoiement fonctionnel, opérationnel. Il faut des agents constatateurs. Et puis il faut un service prévention aussi qui soit sur les rails, qui soit formé, qui soit renforcé. Oui, monsieur Raz, vous vous retrouvez dans les propositions d'écolo ? Oui, clairement, là-dessus, je peux me retrouver avec les propositions d'écolo. D'ailleurs, on a déjà travaillé dessus. Donc, on a augmenté, en tout cas, le nombre de constatateurs. On a permis des formations pour que nos agents puissent devenir constatateurs, parce qu'on ne le devient pas comme ça. Il faut suivre des formations. On a actuellement un sanctionnateur, parce que c'est bien de constater, mais si personne ne sanctionne à la fin, ça n'a aucun sens. Et c'est vrai que dans notre programme, vous l'avez vu, on veut augmenter aussi le nombre de sanctionnateurs. On n'en a que un. C'est trop faible pour une commune de 25 000 habitants. À tout le moins, il en faut 2, plus un backup. Donc là-dessus, en effet, on peut se retrouver sur oui, Madame Suisse, est-ce qu'il faut plus d'agents constatateurs aussi? Oui, vous êtes oui, d'accord? tout à fait d'accord. Et certainement une meilleure collaboration entre ces différents services. Je pense qu'on peut arriver à améliorer la situation. Alors on va parler, si vous le voulez bien maintenant, de l'avenue Charles-Quint qui fait pâle figure. L'offre commerciale s'y est réduite ces dernières années. Le taux de vacances, lui, a augmenté. Écoutez à ce propos la réaction de ses habitants et des commerçants de l'artère. Ça fait à peu près 20 ans que je suis ici avenue Charles-Quint et la situation a toujours été la même. C'est une avenue qui n'est pas très agréable, pas toujours très propre. Tous les 6 mois, tu fais le tour, tous les 6 mois, il y en a quelqu'un qui change. On ferme, on ouvre autre chose, c'est ci, c'est ça, ça change trop vite pour bien faire. Et ça veut dire que ce n'est pas des commerces stables. Non, c'est tous que des snacks et les petites épiceries, donc pas vraiment, on ne trouve pas. Je préfère aller dans les supermarchés qui sont tout près de chez moi, là, comme le Basilisk par exemple. Je vais parce que là, il y a Action, il y a Lidl, il y a presque tout. Il y a le Deleuze aussi. Elle a fort diminué l'avenue Charles-Quint comparé à des années. Alors, Karima Suisse, vous êtes en retard sur le temps de parole. Je vais vous donner la parole pour ce thème de la revitalisation du commerce, en particulier à l'avenue Charles-Quint. Que faire pour que les choses aillent mieux à l'avenir ? Écoutez, nous, on propose de diversifier les commerces sur l'avenue Charles-Quint, d'inviter évidemment, d'offrir des primes aux nouveaux commerçants, mais ça, je pense que ça a été déjà fait. Mais rendre peut-être cette avenue un petit peu plus attrayante. Oui, on parlera du projet dans un instant, on fera un petit tour de table sur le projet. Mais dans votre programme, quand je vous lis, vous dites il faut le droit de préemption, finalement, qui permettrait à la commune d'acheter certaines surfaces commerciales. Oui. Je l'ai bien lu dans votre programme. Oui. Écoutez, si c'est mis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis désolée, je ne le connais pas par cœur. Grégory Raz, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le commerce? Parce que regardez ce que disait ce commerçant, ça fait 20 ans que la situation, finalement, n'est pas terrible dans l'avenue. C'est vrai, mais je pense que ce n'est pas une question uniquement de commerce, vous l'avez dit aussi, c'est une question de mobilité qui va de pair. Parce que quand vous voyez l'avenue Charles-Quint, vous n'avez pas forcément envie d'y aller, il faut le dire ce qu'il y a, plus de 80 000 véhicules qui y rentrent par jour. Donc d'abord, pour moi, c'est un problème de mobilité, et un problème de mobilité qui ne concerne pas les Gannes-Sorenois exclusivement. Un Bruxellois sur 2 a une voiture. Ceux qui traversent Gannes-Soren à l'avenue Charles-Quint ne sont pas forcément des Gannes-Sorenois. Et c'est pour ça que nous, on veut apaiser l'avenue Charles-Quint. Et malheureusement, je pense que ça devra venir de la région, mais plus avec des mesurettes, et peu importe les partis qui étaient au pouvoir, que ce soit ici avant ou encore il y a 20 ans, à un moment, il faut vraiment investir massivement dans cette avenue. Oui, mais pour les commerces, quand je lis votre programme, vous dites création de chèques commerce, incitants fiscaux, nouvelles enseignes, améliorer l'image. Mais ça va de pair avec la mobilité, parce que, in fine, si vous ne connaissez pas la commune, et tantôt j'étais avec votre maquilleuse qui me demandait où se situait encore Gannes-Soren, donc il y a encore pas mal de gens qui se demandent où se trouve Gannes-Soren. Il y en a qui pensent que c'est encore en dehors de la région bruxelloise. Donc je pense qu'il y a un travail à faire avec Visite Bruxelles, qu'on a commencé avec cette majorité ici. On les a rencontrés, on a voulu voir comment rendre Gannes-Soren attractive. Et en effet, si vous parlez des commerces, on veut évidemment une diversification des commerces. Vous allez dans l'avenue Charles-Quint, vous avez plein de coiffeurs, vous avez plein de snacks. Je n'ai rien contre eux, mais à un moment, il faut diversifier les commerces. On a aussi une politique de lutte contre les vitrines qui sont vides, qu'on a mis en place aussi avec cette majorité. Je pense qu'on doit l'accentuer et faire le nécessaire pour en effet attirer
des nouveaux commerces. Ouais. Alors Stéphane Obey, dans votre programme, vous parlez développement d'un pôle économico-touristique autour de la basilique de Kuckelberg. Ça doit permettre d'améliorer, vous pensez, l'attractivité du commerce tout le long de l'avenue Charles Quint. La moitié de nos rez-de-chaussée commerciaux se trouve sur l'avenue Charles Quint. C'est vraiment une artère économique importante pour la commune et davantage pour le nord-ouest de Bruxelles. Donc effectivement, je rejoins tout à fait ce que Grégory Ras vient de dire, c'est que le réaménagement de l'avenue ira de pair avec un développement économique. Et ça fait longtemps que je plaide pour que la région puisse véritablement à la fois travailler sur le réaménagement, mais ne pas oublier le redéploiement économique. Ça a été cité, rue Léon Théodore ou la place du Miroir, il n'y a pas eu cette réflexion de développement économique et effectivement que ça aille de pair avec un aménagement du boulevard. Alors Marie Fontaine, rapidement, parce que vous êtes en avance sur le temps de parole, quelle stratégie mettre en œuvre ? Mais donc effectivement, je pense que quand on parle de commerce avenue Charles Quint, la première chose, c'est d'avoir un espace public qui soit attractif. Évidemment, on est avec une autoroute urbaine. Personne n'a envie d'aller faire ses magasins, d'aller faire ses courses le long d'une autoroute urbaine. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le réaménagement qui est proposé par la région va être une immense opportunité. Et en parallèle à ça, il y a le guichet d'économie locale qui a été ouvert à l'initiative de Barbara Tracht et en partenariat avec les communes du Nord-Ouest et qui va permettre de travailler justement à l'accompagnement des projets des commerçants qui veulent s'installer ou comment dire, faire durer leur commerce sur l'avenue Charles Quint. Oui, Jean-Paul Van Latem, vous êtes aussi en avance sur le temps de parole, donc je vous demanderai d'être bref dans vos réponses, dans votre réponse. Il faut effectivement diversifier le commerce, il faut pouvoir donner des incitants. Je pense par exemple à la taxe sur l'imprimé publicitaire. Je considère que tout commerçant qui demain s'installe à Ganshorn doit pouvoir être exonéré pendant 1 an par rapport à cette publicité pour justement pouvoir se faire connaître. Oui, alors on va faire vite un tour de table sur le projet de réaménagement de l'avenue Charles Quint. L'idée, c'est d'en faire un boulevard urbain. Alors évidemment, les autres modes de transport que la voiture auront toute leur place et en conséquence, ça entraîne la disparition de 165 places de parking sur l'avenue. Est-ce que c'est un bon projet, Madame Suisse ? Est-ce qu'il faut le garder tel quel avec la disparition de ces places de stationnement ? Alors, clairement, nous sommes favorables à un réaménagement de cette avenue Charles Quint, mais pas au détriment de la disparition de ces places de parking. Donc, voilà, je pense que le plus important, c'est de mener une enquête et faire une sorte de consultation citoyenne. Je reviendrai souvent avec cette proposition parce que tout notre programme, tous les thèmes sont basés en tout cas sur les consultations citoyennes. Et donc peut-être aller poser la question aux riverains, aux gens qui habitent dans cette avenue et leur demander ce qu'ils veulent. Une réponse rapide, Jean-Paul Van Latem. Le projet maintient quand même 222 places de parking. Est-ce que c'est assez ou pas pour vous, ou est-ce qu'il faut revoir ça ? Il y a un permis qui a été déposé en mai, on le rappelle. Ben, très clairement, ces véhicules iront se guérir ailleurs. Et ailleurs, ça veut dire dans des rues adjacentes. Donc ce n'est que reporter le problème dans des quartiers qui aujourd'hui sont apaisés. Je pense à l'avenue Marie d'Hongrie, qui est une avenue résidentielle et qui va inévitablement être impactée. Plus globalement, le dossier, ce projet a le mérite d'exister. Donc je rejoins ma collègue, on est plutôt favorable. Ça fait 40 ans qu'on parle soit d'un tunnel, soit d'un réaménagement dans le Charles Quint. Pour le coup, les choses semblent évoluer dans le bon sens. Ceci étant, je rappelle que la commune de Ganshorn ne s'est pas encore prononcée officiellement, que le dossier n'est pas complet, qu'il y aura une enquête publique, et j'imagine qu'à l'occasion de cette enquête publique, de nombreux riverains pourront effectivement... Mais si je vous ai bien compris, le nombre de suppressions de places de parking est trop important. Mais il est important, il aura inévitablement un impact négatif sur le commerce, mais surtout, il aura un report dans les rues voisines qui, pour le coup, sont des rues apaisées. L'avenue du Legas, l'avenue Marie d'Hongrie, vous imaginez que si 160 véhicules doivent se retrouver à l'avenue Marie d'Hongrie, vous allez déplacer le problème et avoir un certain nombre de mécontents, à juste titre. Alors Stéphane Obey, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Jean-Paul Van Latem ? Oui, Jean-Paul Van Latem a effectivement vu ce dossier réapparaître ces 25 dernières années parce qu'on en parle depuis longtemps de ce réaménagement. Et donc, il est important maintenant, et je crois qu'il y a un signal fort de l'ensemble des formations politiques, de pouvoir réaménager. Et la région a pris ce dossier en main, a proposé un projet qui certes a certains points d'amélioration. On ne sait pas où ces places seront compensées, parce que je rappelle que le volet réglementaire de la politique de stationnement prévoit une compensation des places supprimées. On ne sait pas aujourd'hui où.
Il faut que la commune et que la future majorité puissent s'entendre avec la région sur cette compensation qui est pour nous indispensable. Et donc, il appartiendra au moment de l'enquête publique d'abord d'entendre, je rejoins Madame Suisse, les citoyens et les commerçants, mais aussi de trouver des alternatives en termes de compensation de places de stationnement. Mais je ne pense pas qu'on fera changer l'avis de la région sur le nombre de places encore supprimées. Faut-il que la région ait les moyens de réaliser ce projet de réaménagement. Et c'est pas gagné d'avance. Ça dépend pas de nous. Marie Fontaine, votre avis sur ce projet de réaménagement, est-ce qu'il est bon à prendre comme ça? Mais ce projet de réaménagement, je pense, c'est très bon. Donc on part d'une autoroute urbaine, on va retrouver une avenue avec des trottoirs larges, confortables, des abords d'écoles sécurisés, des traversées facilitées, des transports en commun plus fluides. Des places de parking shop and go, donc qui faciliteront, justement, ce sera une amélioration pour l'accessibilité pour les commerces. Des places qui, pour le moment, sont bloquées. Donc, il y aura un turnover qui permettra plus facilement aux personnes d'aller faire leurs courses. Alors, ces 165 places de parking qui seront supprimées avenue Charles-Quint, je pense qu'il y a des pistes assez concrètes actuellement de compensation qui doivent être travaillées entre la région et la commune. Et ça, c'est important, effectivement, que chaque partenaire puisse être volontaire dans la recherche d'alternatives. Mais ça ne vous semble pas trop en termes de suppression de places de parking? Personnellement, ça ne m'effraie pas. Oui. Grégory Raz, vous êtes effrayé, vous? Oui, tout à fait l'inverse d'Ecologoon. En effet, c'est pour moi un plan Good Move bis. C'est hors de question de supprimer autant de places de parking. Je rappelle que ces places de parking, il y a des gens qui habitent avenue Charles-Quint. C'est une des artères où il y a le plus d'habitants à la commune. Donc ces gens doivent se garer. Et je peux vous dire que quand vous arrivez à la commune et que vous arrivez après 19h, 20h, vous avez déjà tourné une bonne demi-heure pour trouver une place. Donc non, personnellement, je ne comprends pas la logique. C'est sanctionner la classe moyenne gannes-sauronnoise et pas du tout, en fait, les navetteurs, les personnes qui viennent en transit. Oui, et la compensation prévue ou annoncée ne vous convainc pas? Non, parce que la compensation annoncée, alors là aussi, c'est un peu bizarre, parce que la région, la commune ne s'est pas prononcée, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vu une sortie presse de la ministre qui annonçait qu'il allait avoir des mesures compensatoires. De ce que nous, on sait, ces mesures allaient se reporter sur l'avenue Marie de Hongrie, qui est clairement une avenue résidentielle. C'est hors de question. Vous pouvez demander aux personnes qui habitent avenue Marie de Hongrie, ils ont aussi du mal à se garer. Et pour aller un peu plus loin dans mon raisonnement, un de nos conseillers communaux, Philippe Van Kerk, a fait une pétition contre la suppression de 165 places de parking. En une journée ou deux, il avait plus de 300 signataires dans cette avenue. Donc, c'est vraiment dire que ce n'est pas du tout une priorité pour les personnes qui habitent avenue Charles-Quint. Alors, on continue à parler mobilité et du plan Good Move. Y aura-t-il un plan Good Move un jour ou l'autre à Gannes-au-Rhône? Comment faire, en tout cas, pour que le trafic de transit, qui est important, on l'a vu, comment faire pour qu'il n'envahisse pas les rues de la commune? C'est la question qu'on pose maintenant aux candidats. Jean-Paul Van Latem, quand je lis votre programme, vous dites qu'il faut finaliser un nouveau plan communal de mobilité. L'ancien plan date de 2009. Comment ça se fait qu'en 15 ans, on n'ait pas actualisé ce plan de mobilité? Parce que les propositions qui nous ont été faites par les différents bureaux d'études étaient beaucoup trop radicales. Parce qu'à un moment donné, on parle de fermer une artère comme le rond-point de la Liberté, de piétoniser la place Mairie d'Autriche, ça ne correspond en rien. Et sauf erreur de ma part, personne en collège a suivi cette direction. Donc on est maintenant dans une phase où on a demandé un nouveau diagnostic avec de nouvelles déclinaisons pour une version plus soft, plus light. Donc on est pour un plan communal de mobilité, mais sans créer un chaos par ailleurs. Et donc les propositions, en tout cas que moi j'ai pu apercevoir par rapport à ce travail, ne correspondent en rien aux souhaits des habitants, et ça va créer de l'immobilité. Et donc soft, ça veut dire qu'il faut diminuer l'emprise de l'automobile? Je vous demanderai une réponse rapide, et si oui, de quel ordre? Mais non, ça veut dire qu'il faut mesurer l'impact. Quand vous créez un plan de mobilité et que vous touchez un quartier, ça a inévitablement un report vers un autre. Et donc il faut pouvoir nuancer et mesurer. Quand je prends le rond-point de la Liberté et que je vois qu'à un moment donné, pour aller au Basilique, il faut quasi repasser par Rockelberg, ça pose problème. Alors Karima Suisse, vous dites très clairement dans votre programme non au Good Move à Gannes-au-Rhône. Donc prenons une stratégie de dispersion de la circulation. Je voudrais bien que vous expliquiez ce que ça veut dire disperser la circulation. Est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une congestion dans toutes les rues? Mais encore une fois, peut-être analyser les rues adjacentes et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut répartir, en tout cas sur les deux territoires, puisque
l'avenue Charles Quint se situe également en partie sur Berchem et voir, donc faire un travail en collaboration avec la commune de là, vous n'allez pas Berchem vous faire des amis à Berchem. Hein. Donc vous dites aux Berchemois, il y a une partie de la circulation qu'on va envoyer chez vous, quoi. Pourquoi pas discuter avec eux et voir comment est-ce que c'est possible de disperser... Ouais, pour vous, est-ce qu'il faut finalement maîtriser le trafic automobile pour qu'il y ait moins de voitures qui entrent dans la... Non, pas du tout. Nous, on est plutôt pour une mobilité durable et inclusive, sans pour autant pour que chaque usager puisse trouver son bonheur. Ouais, alors Marie Fontaine, j'imagine que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde que Madame Suisse à ce propos-là. Mais en fait, moi, je suis surtout très contente d'entendre M. Van Latem parler de ce plan communal de mobilité parce que ça faisait longtemps qu'on était sans nouvelles. Donc, ça fait un bon moment, en fait, que Gansoren a besoin d'un renouvellement de son plan communal de mobilité. Il y a eu, effectivement, des études qui ont été lancées, des marches exploratoires, etc. Et puis, en fait, nous, on n'a plus de nouvelles. Et on se demandait un peu ce qui se passait parce que, comme M. Van Latem le dit, quand on touche à un quartier, ça a forcément des impacts sur les quartiers adjacents. Et donc, c'est essentiel d'avoir une vision d'ensemble. Après, que j'ai entendu là de ce qui serait proposé par ce bureau d'études m'a l'air quand même de correspondre à ce que j'ai entendu des riverains aussi dans votre reportage qui demandent plus de placettes, plus d'espace public, plus de verdurisation, plus de place pour les enfants, etc. Donc voilà, moi j'aimerais bien à un moment donné qu'on puisse avancer, avoir de l'ambition et accepter de projeter Gansoren vers l'avenir. Oui, et pour vous, ce serait donc moins freiner les entrées dans la commune et éviter que tout ce trafic se disperse un peu partout, quoi. Oui, j'imagine mal la dispersion du trafic comme une solution. Je pense que très clairement, il faut pouvoir apaiser les quartiers. On a des quartiers où ça a été fait d'ailleurs, même par la majorité actuelle. On a eu un filtre de circulation qui a été mis rue Lowett à la demande des habitants et je pense que tout le monde en est très content. Personne ne va contester ça. Il y a le quartier du Parc Albert qui a un filtre de circulation depuis très très longtemps. Ça a vraiment améliorer fortement la qualité de vie dans ce quartier-là et ça ne crée pas des nuisances forcément dans les quartiers adjacents. Mais l'important, c'est d'avoir une vision d'ensemble pour pouvoir justement avoir cette cohabitation des modes de transport et des modes de vie dans la ville que Madame Suisse appelle une réaction rapide parce que je vous vois réagir là. Je suis quand même très surpris qu'on parle de mobilité sans évoquer un dossier comme le dossier d'avenue Broustin, qui est une voirie qui est fermée avec depuis maintenant plusieurs années, des commerces qui ferment. Et donc on m'a parlé d'une période... Il faut enlever le on a parlé d'une période test. On a d'ailleurs, en face de moi, un ambassadeur de ce quartier qui maintenant depuis quelques mois l'est moins, puisque j'entends qu'au niveau du MR régional en tout cas on n'est pas du tout en faveur de Good Move. Mais donc l'avenue Broustin, parler mobilité à Gansoren sans évoquer l'avenue Broustin, ça me semble particulier. Allez, vous l'évoquez, donc on vous permet de répondre. Stéphane Obeit, est-ce qu'il faut faire sauter ce verrou qui a été installé là ou pas? Mais monsieur le bourgmestre a validé comme tout partenaire de majorité le projet, les différentes phases, en ce compris il a acté le fait que la demande de permis dans le cadre des comités de pilotage soit déposée pour ce projet. Donc je m'étonne qu'il parle d'une période test alors qu'il a approuvé effectivement l'avant-projet définitif qui a été déposé par la région. Donc je m'étonne un peu de ce soubresaut. On garde le statu quo avenue Broustin. En tout cas, les études de mobilité dans le quartier, l'idée c'est pas de faire du good move dans ce quartier. Je le répète, de base, ce n'est pas de faire du good move. D'ailleurs, on n'a pas de my good move à Gansoren comme vous l'avez considéré. On a parlé d'un pôle économico-touristique autour de la basilique. Ce qu'on souhaite faire, c'est véritablement disposer d'un parvis qui soit attractif pour les gens qui viennent aussi en dehors de Gansoren. Parce que Gansoren, comme je l'ai dit au début de ce débat, est plutôt une commune de passage que de destination. Il faut faire en sorte qu'il y ait ce pôle devant un monument majeur de l'histoire de notre pays, qui est la basilique. Et donc le premier point, c'était d'abord, et ça devrait concerner le bourgmestre, des problèmes de sécurité routière dans l'avenue Broustin et l'avenue de la Constitution. Il y a eu beaucoup de véhicules qui se sont malheureusement crachés sur des façades d'habitation. Le précédent bourgmestre, Pierre Compagnie, a été interpellé plusieurs fois là-dessus, et il a décidé d'avancer sur ce dossier, et je l'en remercie d'ailleurs. Oui, Madame Suisse, vous demandez une consultation des habitants, vous, pour l'avenue Broustin. Oui. Donc j'entends M. Obeit dire que ça n'a rien à voir avec le good move, mais permettez-moi quand même de dire que c'est du good move déguisé, M. Obeit. Voyez le résultat. Cette avenue Broustin est en train de mourir lentement. Les commerçants, des grands commerçants en plus, pas n'importe lesquels, des étoilés, qui sont en train de fermer l'un après l'autre,
Comment vous voyez, vous, cette avenue Broustin dynamique, active tous les commerçants sont en train de partir l'un après l'autre. Une réponse rapide, et puis je donnerai la parole à M. Ras, qui ne s'est pas encore exprimé, et à Mme Fontaine sur l'avenue Broustin. Écoutez, c'est vrai qu'il y a deux commerces qui... pour l'un est tombé en faillite, mais en procédure de faillite depuis février 2018. Je n'étais pas installé comme échevin. Donc cette faillite, on sait que les tribunaux sont très lents en Belgique et donc a été actée dernièrement. Donc ça n'a rien à voir avec la fermeture de l'avenue. Et le deuxième établissement Horeca a fermé à la suite d'un des actionnaires qui a décidé de faire autre chose de sa vie. Par ailleurs, le groupe qui est propriétaire de ces deux grands établissements connus a annoncé dans les médias un travail de fond sur les deux établissements pour ouvrir avec des commerces de qualité. Ouais. Vous n'êtes pas convaincu, je pense. Non. Il y en a trois. Il y a trois établissements qui ont fermé. Peu importe que ce soit le même propriétaire. Il y a trois établissements qui étaient très fréquentés à l'époque. Et au jour d'aujourd'hui, cette avenue est devenue un lieu de rencontre où on trouve des canettes au bord des poubelles, etc. C'est franchement Alors, Monsieur Ras, triste et est-ce qu'il faut faire sauter ce verrou ou pas, selon vous ? Oui, parce que je pense qu'il y a eu une phase test. Cette phase test a donné des résultats. Il y a eu quand même de la participation citoyenne qui a été faite par la région, pas par la commune. Et je pense que certains riverains, en tout cas de l'avenue Jacques Sermon, qu'on a rencontrés, en tout cas ne sont pas convaincus. Et je pense que pour apaiser tout le monde, la commune devra prendre en charge cette participation citoyenne, parce qu'on sait qu'il y aura une enquête publique. Mais je pense que on est en position de demander de faire une enquête au nom de la commune. Mais vous souhaitez une réouverture. Oui, une réouverture, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, sincèrement, je vois pas de plus-value. Donc, il n'y a pas de terrasse. On était, nous, sur la phase test, on n'avait pas de souci, parce qu'évidemment, on veut d'abord tester avant de se prononcer. Mais voilà, moi, je constate que... Oui, Mme Suisse, rapidement. Oui. J'entends M. Obed également dire que c'est pour une question de sécurité. Mais si vous allez sur place, vous verrez qu'au croisement Jacques Sermon-Broustin, il y a une petite plaine de jeux pour les enfants. Alors, expliquez-moi, c'est la sécurité pour qui, là ? Une réponse rapide, Stéphane Obed, et puis je donnerai la parole à Marie Fontaine. Écoutez, ce dossier a été, pendant 3 longues années, même 4 longues années, approuvé par mes ex-partenaires de majorité. Donc je m'étonne, à part Mme Suisse, qui est cohérente dans son propos, je m'étonne de ce soubresaut alors qu'ils ont validé loyalement l'ensemble des phases de ce projet. Et maintenant, ils renoncent. Je remarque qu'il y a une sorte de volonté, maintenant, à quelques encablures des élections, de faire contreface par rapport à ce projet qu'ils ont soutenu par ailleurs. Une réponse rapide, M. Van Laten. Réouvrir, je dis simplement qu'effectivement, les commerces sont en souffrance. J'ai constaté qu'il y avait du mobilier pendant l'été, les transats, etc., avec 0 occupation. Donc pour l'instant, tout ce qui nous a été présenté ne correspond à rien. Et vous savez très bien que c'est une voirie régionale, et quand même si demain la commune souhaitait s'y opposer, la région pourrait passer en force. Donc je suis très lucide par rapport à ça. Alors Marie Fontaine, votre avis sur le sujet ? Merci beaucoup. Ça vous fait rire, on dirait. Non, ben voilà, bon, prise de bec, à un moment, c'est ma parole contre la tienne, etc. Moi, j'ai vu des gens utiliser ce mobilier, et des gens du quartier jouer aux échecs, là, et j'ai trouvé ça très sympa. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention aux fake news concernant les fermetures de commerce, parce que c'est bon pour personne. Maintenant, la concertation citoyenne, c'est important. Je pense que c'est un des projets où on en a fait le plus. Et à côté de ça, je vois le collège qui décide de ne pas poursuivre la concertation citoyenne concernant le master plan du centre administratif. Donc, j'ai un petit peu du mal à comprendre là, mais voilà, pour moi, la participation citoyenne, c'est évidemment essentiel. Mais pour cet endroit, est-ce que ça vous satisfait, le dispositif qui est là pour l'instant, ou est-ce qu'il faut le revoir ? Il faut avoir un aménagement définitif de qualité le plus vite possible pour qu'on puisse pas vraiment faire sauter le verrou, profiter de cette place. Non, je ne pense pas. Alors, je voudrais refaire un petit tour de table sur un autre projet. C'est l'avenir de la place Guy Doguezel, puisque c'est censé devenir un poumon de la commune, une véritable place communale. Est-ce qu'il faut pour autant la transformer en piétonnier, en semi-piétonnier ? Que faire à cet endroit ? On fait un petit peu un tour de table sur la question. Madame Suisse, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Est-ce que vous voulez un piétonnier, place Guy Doguezel ? Alors, avant tout, une concertation avec les citoyens, avec les riverains. Je pense que c'est leur quartier, ce sont eux qui vivent là, et c'est à eux à exprimer, en tout cas, leur désir. Donc, vous n'avez aucune idée préconçue, quoi. On respectera les avis des riverains. Et donc, effectivement, il y a un plan qui nous a été présenté en conseil communal avec la nouvelle... administration communale, le home,
On parlera résidence. juste après des Voilà. grands projets d'infrastructure de Gansoren. Et donc, oui, ce serait intéressant de rendre cette place un petit peu plus attractive. Pourquoi? Parce Mais que pas c'est pour le autant cœur, faire un piétonnier, si le je vous ai bien cœur, compris. le cœur de Gansoren. Il faut poser la question, peut-être aux riverains. Oui, Jean-Paul Van Latem, un piétonnier à cet endroit? Mais c'est un projet qui était en gestation en 2016 ou en 2017. Et le paradoxe, c'est qu'alors là, unanimement, les commerçants étaient contre. Alors, les choses évoluent. Moi, je suis persuadé que si aujourd'hui la question était à nouveau posée, les mentalités ont évolué et je pense qu'une large majorité serait plutôt en faveur, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans. D'un piétonnier. Ce n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Par contre, avant de le faire définitivement, je me contenterai de façon test de faire le petit tronçon devant la villa, c'est-à-dire entre la rue Zep et la rue de Grève, ce qui permettrait déjà d'un petit peu prendre le pouls, la température du quartier, et puis progressivement, pourquoi pas le transformer en piétonnier, effectivement. Stéphane Obey, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que de Jean-Paul Van Latem sur ce point? Écoutez, est-ce qu'on va vous retrouver sur ce point-là? Écoutez, c'est vrai qu'il faut voir les choses dans leur globalité. Le MR a porté un projet de master plan pour centraliser les services administratifs sur un même site. Le périmètre de ce master plan intègre également la place Guy de Hauzel, qui est le centre économique et historique de notre commune. Donc il faut voir les choses de manière concomitante. Donc on va effectivement, et c'est un projet vraiment important pour la commune, rassembler les services administratifs. Ça va générer évidemment des flux en termes de mobilité, d'avoir plus de 500 fonctionnaires sur un même site. Et donc, il faudra analyser à ce moment-là qu'est-ce qui sera le mieux pour la place Guy de Hauzel. Il n'en reste qu'il faut faire quelque chose pour cette place qui, d'année en année, je vois fuir et avoir un turnover des commerces. Et donc, il faut revitaliser le centre économique de notre commune. Marie Fontaine, vous parlez piétonnier dans votre programme, très clairement, quoi. Oui, parce que je pense que... alors, après, le degré de piétonisation, ça, il est à voir, effectivement. Mais clairement, c'est une place qui a un potentiel énorme, qui est dans le cœur de notre commune, qui est située à proximité directe des deux centres culturels, en fait, francophone, néerlandophone. Il y a la piscine derrière, il y a encore des cafés, etc. Et donc, c'est vraiment une opportunité d'ouvrir cet espace, de le rendre agréable, convivial, sécurisé, et pour qu'on puisse tous avoir envie, en fait, d'y passer du temps, d'aller boire des verres là, de rencontrer ses voisins, ses amis, etc. Et donc, oui, piétoniser, certainement une partie, et puis alors après avoir en concertation avec les citoyens et avec les riverains. Je pense que c'était l'erreur du projet de 2016-2017, c'est qu'il y a une étude qui a été faite sans la moindre information aux riverains, et donc c'est pour ça qu'il y a une opposition frontale. Mais donc il faut impliquer les gens. Alors Grégory Ras, pour terminer le tour de table, votre avis sur le sujet? Nous aussi, on est plus en phase de la piétonisation, mais surtout de la verdurisation de cette place, parce que bon, même s'il y a quelques arbres, voilà, je trouve que c'est un peu trop bétonné, c'est un peu trop bétonné à notre goût. Et c'est vrai que bon, vous voulez boire un verre, vous avez les voitures qui circulent à côté, voilà, c'est pas agréable, mais c'est vrai que ça, c'est notre avis en tant que parti. Mais bien évidemment, nous, on prône la participation citoyenne. Et donc, évidemment, il faut une consultation citoyenne assez large. Et en effet, ne pas le dissocier avec le master plan. Parce qu'en effet, il y aura un master plan à côté qui va engendrer des flux. Donc, ça doit être un package pour que le citoyen puisse vraiment savoir dans quoi il s'engage. Alors, on l'a compris, il y a beaucoup de projets qui sont dans les cartons à Gansoren. Il y a le nouveau centre administratif, il y a la création d'une école primaire, la poursuite de la rénovation de la maison de repos, une nouvelle crèche. Quels sont les chantiers prioritaires? Est-ce que la commune aura les moyens de les mener tous? On ouvre le débat maintenant sur le sujet. Votre avis, Stéphane Obey, est-ce que Gansoren a les yeux plus grands que le ventre, ou est-ce qu'on peut faire tous ces projets concomitamment? C'est possible d'atteindre ces grands projets d'investissement qui ont manqué terriblement ces 20 dernières années dans la commune de Gansoren. C'est vrai qu'on avait besoin d'avoir ces projets structurants pour le territoire, et donc je suis très heureux du travail qui a déjà été initié en la matière. Sur la question du financement maintenant, parce que c'est votre question, sans réforme en termes de dépenses, si on continue avec notre train de vie actuel, il sera impossible de financer tous ces investissements. Et donc il faut faire des choix. Et quand on fait de la politique, on doit décider, on doit faire des choix. Et qui dit faire des choix, c'est-à-dire renoncer. Chez moi, les lignes de force des choix à faire sont très claires. J'attends de voir chez les autres. Ah ouais, donc vous ne dites pas à quoi il faut renoncer. Mais non, est-ce qu'il faut... Je peux vous le dire maintenant. Non. Est-ce qu'il faut continuer sur ces grands projets? Est-ce qu'il faut les mener tous de front, Karima Suisse? Alors, les projets qui ont déjà été, qui sont bien avancés, très certainement aller jusqu'au bout, ça c'est une certitude. Maintenant, évidemment, il va falloir... il n'y a pas que ceux qui sont déjà en cours, il y en a encore qui sont à venir. Ceux-là, il va falloir voir et les analyser, les prioriser. Par exemple, création d'une école primaire, pour vous, ça reste une priorité des priorités, c'est indispensable. Très certainement. Le nouveau centre administratif également? Oui, même peut-être moins que l'école primaire, on va dire. L'urgence, je pense que c'était
Et la poursuite de la rénovation de la maison de repos, j'imagine que vous voulez qu'on le termine. Oui, parce que c'est un dossier qui traîne depuis maintenant quelques années et il est temps. Il est temps qu'on redonne une qualité de vie, en tout cas, à nos résidents. Oui, alors pourquoi tous ces projets qui arrivent en même temps, finalement, Jean-Paul Van Laptem, est-ce que ce n'est pas beaucoup pour une petite commune comme la vôtre ? Mais c'est surtout le reflet d'un sous-investissement pendant de nombreuses années ou d'un manque d'ambition. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a de façon concomitante 3-4 grands projets qui verront le jour, avec des timings différents, avec des modes... Donc vous êtes confiant pour tous les projets, finalement? Mais les projets ne vont pas se faire du jour au lendemain. Il y a des timings qui sont différents. Et effectivement, d'un point de vue budgétaire, il faudra pouvoir maintenir le cap. Et on parlera très certainement des finances dans quelques instants, puisque ces différents projets, inévitablement, auront un impact financier. Mais c'est toujours dans le but d'améliorer la qualité de vie des riverains. Et c'est des projets qui, véritablement, sont structurants et auront un impact positif pour la population. Oui, alors Grégory Raz, quelles sont, vos priorités en termes de grands projets d'infrastructure? Ils sont tous un peu liés, parce qu'in fine, on a déjà avancé dessus. Donc vous parliez du master plan. Le master plan, in fine, c'est un grand projet, mais qui va avoir aussi un impact sur les finances publiques. Donc le master plan, pour préciser, c'est le nouveau centre administratif. Exactement, où le CPS et la commune seraient dans le même bâtiment. Ce serait un bâtiment passif, donc on fera aussi des... En rénovant la maison de repos, exactement. Donc on va faire des économies aussi d'échelle. Donc vous savez que l'administration communale d'aujourd'hui, le home ou le CPS, ce sont des vieux bâtiments, donc très énergivores. Donc on fera aussi des économies en faisant cela. Quand vous arrivez à mettre tout le monde ensemble, vous n'avez plus besoin d'avoir deux accueils. Vous avez un pôle d'accueil, donc on fait des économies. Une salle, par exemple, de conseil au lieu de 2. Donc on fera aussi des économies là-dessus. Par rapport à l'école, c'est vrai que c'est quand même une priorité. Maintenant, de toute façon, c'est lancé. Et donc à partir de 2027, il y aura 2 classes. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés et qui mettent des années à se concrétiser. Ici, il est très avancé quand même. Donc on a quand même l'accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je ne pense pas que c'est un petit organisme. Et donc là, on sait qu'on va avancer dessus. Par exemple, sur le home, on a déjà avancé. On a rénové 36 chambres pour que justement nos résidents puissent être dans de meilleures conditions. Donc on n'a pas attendu, on avance. On sait que le budget est serré. C'est 44 millions de dépenses pour 43 millions de recettes. Donc on sait qu'on a toujours en moyenne un gap à aller chercher. C'est de plus en plus compliqué. Mais je trouve que cette fois-ci, sur cette majorité, on ne peut pas nous dire qu'on n'a rien fait. Que du contraire, on a été très ambitieux et on l'assume. Alors Marie Fontaine, est-ce que vous suivez la majorité dans tous ces projets? Mais moi, je serais d'accord avec ce que Mme Suisse a dit, en fait. Oui, mais pas au détriment du service public, pas au détriment de la santé financière de la commune, pas au détriment de nos espaces verts. Oui, vous avez peur pour les services publics, par exemple? Oui, quand même, je suis assez inquiète. On a évoqué tout à l'heure la bibliothèque, donc... Avec les mesures d'économie que prend la majorité actuelle, on a un service aux citoyens qui est fragilisé. C'est des heures d'ouverture de la bibliothèque qui sont réduites. C'est une bibliothécaire qui est partie à la pension qui n'a pas été remplacée. Là, pour moi, on touche quand même à un fondamental. C'est l'accès des enfants à la lecture. Et donc là, oui, effectivement, si on cherche à faire des économies sur ce genre de choses-là pour pouvoir construire un centre administratif... Je ne suis pas sûre qu'on soit sur la bonne voie. Oui, une réponse rapide, M. Raz. Vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, donc il n'y aura pas d'économie faite sur la bibliothèque. Justement, la personne qui est partie à la pension, on a pu mettre une personne qui avait moins de temps disponible, donc on a augmenté son temps de travail, c'était une demande de cette personne. Directement, on a pu faire appel à des étudiants et des bénévoles. Donc clairement, en tout cas, pour nous, on ne fera pas d'économie sur la bibliothèque et certainement pas sur les services publics. Oui. Donc, voilà. Rapidement. Avoir un nouveau centre administratif fusionné commune CPS, vous considérez que ce n'est pas un beau service à la population, ce n'est pas un service public? Je n'ai pas du tout dit que j'étais opposée à ce projet. Je n'ai pas du tout dit que j'étais opposée à ce projet. Par contre, effectivement, il faut le faire avec une vue sur l'impact que ça a sur le reste du service. Oui, alors Stéphane Obeit, à quoi faut-il renoncer, puisque c'était finalement une de vos interrogations il y a quelques minutes? Effectivement, le nouveau centre administratif, c'est un coût estimé de 25 millions d'euros. 25 millions d'euros pour le budget communal, c'est énormément d'argent. Et je rejoins M. Raz sur le fait qu'on va produire des économies d'échelle. Je pense qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont coûté très cher et trop cher sous cette législature. C'était nécessaire, effectivement, la rénovation du home, mais la manière dont ça a été phasé nous a coûté extrêmement cher. Je vous prends 2 chiffres pour ne pas noyer les auditeurs. Quand je suis devenu échevin des finances, le home Edeken, c'était un déficit d'exploitation de 270 000 euros. Nous approchons aujourd'hui le déficit du home de près de 2 millions d'euros. La dotation au CPS de la commune de Gansoren a augmenté de 230% sous cette législature. La moyenne au niveau de la région, c'est 10%. Le budget du CPS nous a conduit
non pas pour aider les gens qui sont en difficulté, nous a conduit effectivement à prendre des mesures de rétorsion difficiles sur le plan humain au niveau de la commune, et je le regrette. On parle de la bibliothèque, mais on parle aussi d'autres postes, dont la propreté publique, à défaut de prendre des décisions et des choix clairs. À mon sens, pour être très clair, on aurait dû fermer le home, placer en convention avec les autres CPS les résidents, parce qu'ils vivent des travaux insupportables aujourd'hui, dans les 36 chambres qui sont rénovées, les placer autre part et rénover entièrement le home d'un seul coup. Ça nous aurait coûté 1, moins cher, et 2, pour la qualité de vie de nos résidents, ça aurait été bien meilleur. Alors une réponse, Jean-Paul Van Latem, mauvaise gestion dans ce chantier. Monsieur Aubet, évidemment, a une fixette, mais évidemment, tout le monde a bien compris, c'est dans l'ADN du MR par rapport à un home public en général. Il nous a même présenté des investisseurs privés venant de l'Hexagone, je ne sais pas si c'était Orpea ou autre. En tout cas, très clairement, nous voulons maintenir un home public. Ce que M. Aubet ne dit pas... Est-ce que ça a coûté beaucoup plus cher? C'est-à-dire qu'on vient de 150 à 130 lits. Et donc, de 130 lits, on vient à 100 lits. Donc, on revoit la voilure. Mais donc, à un moment donné, quand vous avez des lits qui sont inoccupés, et donc ce n'est pas un déficit structurel, c'est un déficit circonstanciel. Alors, Madame Suisse, en termes de finances, que faut-il faire finalement pour garder le cap? Est-ce qu'il faut rogner sur les dépenses? Est-ce qu'il faut voir tous les postes? Quelle est vos mesures principales dans ce domaine? Je pense qu'il faut réellement faire un diagnostic détaillé de tous les postes. Et encore une fois, remettre en avant les priorités des citoyens. Oui, c'est-à-dire, pour vous, quel est l'essentiel finalement? Maintien des services publics, on parlait de la bibliothèque. Un maintien des services publics, une nouvelle administration communale accessible à tous, une bibliothèque avec le personnel nécessaire et suffisant. Voilà. Ouais. Alors, Grégory Ras, si à un moment donné, il faut faire un audit des dépenses et si des choix sont compliqués à faire au niveau finance, quels sont les points sur lesquels vous voulez avancer en termes d'économie d'échelle? Je pense qu'il y a des pistes de solutions, on l'a vu dans notre programme. Il n'y a pas que les dépenses, on a un problème de recettes à Gans-Soren. Donc si vous regardez le cluster, on n'arrive pas à avoir les mêmes recettes que des communes plus ou moins similaires, plus ou moins similaires aux nôtres. Donc là-dessus, on doit travailler davantage pour essayer justement d'avoir plus de recettes et revoir peut-être nos règlements en taxes. Parce que quand on prend une commune comme Berchem, ils arrivent à avoir beaucoup plus de recettes sur des mêmes taxes que nous. Donc déjà là, on doit travailler dessus. Il y a d'autres pistes également, je l'ai proposé dans notre programme. Par exemple, les subdivisions de logements dans la commune. Vous avez de plus en plus de maisons unifamiliales qui sont subdivisées de manière illégale. Il y a une manne financière à aller chercher. Donc avant de peut-être penser économie, d'abord pensons aussi aux recettes. Mais je ne suis pas contre évidemment de faire des économies. Mais je rejoins ce que Mme Suisse a dit, pas au détriment du service public et surtout de la classe moyenne à Gans-Soren, j'insiste. Oui, vous parlez beaucoup d'économie dans votre programme, Stéphane Aubet. Vous dites qu'il faut un audit exhaustif, rationalisation des dépenses comme préalable à toute considération d'augmentation des impôts. Pour vous, il y a vraiment beaucoup d'économies d'échelle à trouver dans le fonctionnement de l'administration? Alors, d'une part, il y a effectivement les dépenses de personnel chez nous, et je rejoins l'échevin des ressources humaines, et il a à juste titre dit qu'on n'était pas une commune pourvue d'assez en termes de personnes, de ressources humaines. On n'a pas d'équivalent temps plein si on se compare aux autres communes. Par contre, dans la structuration de nos dépenses, on a un problème. C'est-à-dire qu'on est une commune qui donnons 20% de nos dépenses pour la zone de police. On a considérablement, comme je l'ai indiqué, augmenté les dépenses de transfert à notre CPS, alors que ça aurait pu être évité ou pas dans cette ampleur-là. Donc on a un problème, c'est qu'on est finalement pris au dépourvu parce qu'on n'a pas assez de recettes par ailleurs. Je rejoins, mais pourquoi on n'a pas assez de recettes? Parce que le territoire n'est pas assez attractif, parce que comparativement à Berchem, qui a des grands shoppings commerciaux, on n'a pas une base taxable suffisante, alors qu'on a la taxe sur la surface de bureau la plus élevée de la région. Et donc c'est pas une question de nouvelles taxes, certainement pas, c'est une question de rendement des taxes existantes. Donc là, il faut travailler là-dessus, et le seul moyen d'y travailler sans toucher la classe moyenne, c'est d'améliorer une fois de plus l'attractivité de notre territoire. Oui, mais aussi de revoir, quand vous dites audit exhaustif de l'administration communale. Je vais vous prendre un seul chiffre avant que rapidement, M. le bourgmestre sortant prenne la parole.
Jean-Paul Van Notre Latem. CPS est le seul CPS de toute la région bruxelloise dont il y a 65% de ses dépenses qui concernent le personnel. Alors que tous les autres CPS, ça concerne la redistribution sociale. Ça aide les gens. On a un problème au niveau de la structuration des dépenses dans notre CPS. Jean-Paul Van Latem, votre réponse? C'est faux. Le nombre de RIS a augmenté en 6 ans. Et Donc revenu d'intégration à l'origine. Monsieur Obet le sait très bien. Et donc, à un moment donné, effectivement... Est-ce qu'on dépense trop, mais en fait, attendez, vous me Jean-Paul posez... Van Latem? Effectivement, donc il y a une grande différence entre un programme qui est basé sur l'austérité, et donc on dépense trop. On a pu remplacer 32 personnes en un an et demi. L'effort a été fourni tant au niveau de la commune qu'au niveau des CPS. Et donc on est vraiment à l'os. Et donc si à un moment donné, on veut maintenir un service public de qualité, il va falloir, effectivement retrouver une trajectoire budgétaire, mais pouvoir soulager un certain nombre de services qui aujourd'hui sont en souffrance. Et vous n'arriverez pas à mener aucune politique si vous ne renforcez pas les services à un moment donné. Et je confirme ce que M. Raz dit, il y a un véritable problème par rapport à nos règlements, à nos taxes en matière de perception. Oui, alors Marie Fontaine, je vous ai vu réagir à plusieurs moments dans les propos et de M. Obey et de M. Van Latem sur ces dépenses. Oui, donc concernant le CPS, pour moi c'est essentiel, ça fait partie des fondamentaux à soutenir absolument et à surtout à aucun moment fragiliser. Ici on parle de finances communales, ne pas oublier non plus qu'on a une épée de Damoclès, comme toutes les communes d'ailleurs, au-dessus de la tête, c'est les négociations en cours au niveau fédéral, où on parle d'une réforme du chômage qui aurait un impact dramatique, direct sur nos finances communales, au-delà de l'impact humain évidemment. Et donc voilà... Là, je ne peux qu'inviter les partis qui sont autour de la table. Oui, mais je voudrais vos solutions pour la commune, parce que là, vous renvoyez au fédéral. Je voudrais vos solutions par rapport aux dépenses. Est-ce qu'il faut cet audit ou pas? Et quel service privilégier? Mais donc, il n'y a pas de solution miracle pour la commune. Je veux dire, on le sait, la situation est difficile comme dans toutes les communes bruxelloises. Il y a effectivement un déséquilibre aussi au niveau de la dotation générale aux communes. Donc là, c'est au niveau de la région, au niveau du financement des zones de police, etc. Donc, il faudra travailler sur tout ça, à tous les niveaux de pouvoir. Mais donc, nous, l'essentiel, c'est préserver les fondamentaux, les services aux citoyens et les services culturels et l'éducation, etc. Oui, même priorité pour vous, Madame Suisse, préserver les services fondamentaux. Tout à fait. Oui. Ouais. Alors, oui, une réponse rapide, M. Van Latem. Je vais dans le même sens que Mme Fontaine. Vous comprenez l'exemple de la DGC, la dotation générale aux communes. Elle est indexée de 2%. On s'est tapé en 2022 9,5% d'augmentation du personnel. Et donc, évidemment, il y a un déséquilibre entre ce qu'on demande aux communes en termes de services et un apport qui ne vient plus de la région avec une DGC qui n'est pas indexée. Je voudrais vite refaire un tour de table sur quelle fiscalité pour les habitants de Gansoren à l'avenir. Est-ce qu'il faut revoir cette fiscalité à la hausse ou à la baisse? Madame Suisse, votre réponse. Vous êtes en retard sur le temps de parole. Allez-y. Je pense que au début de cette législature, donc d'abord dans les programmes proposés avant les élections 2018, il y avait beaucoup de promesses qui avaient été faites. Et donc, effectivement, en début de législature, à partir de 2018, on a baissé de 0,10% l'IPP. Et annuellement, donc, je pense, sauf si je me trompe, chaque année, on a diminué à 0,10%. Et qu'est-ce qu'il faut à l'avenir? Est-ce qu'il faut continuer à baisser les fiscalités quand on voit effectivement les défis qui vont se poser à Gansoren? Je ne dis pas ça, mais je pense que les augmenter simplement pour aller chercher des fonds, ce n'est pas une bonne idée. Ouais. Alors, Monsieur Raz, votre avis sur le sujet? Justement, dans notre programme, on voulait la diminution de l'IPP. En effet, on l'a obtenu avec cette majorité. Dans aucun des trois programmes, que ce soit DEFI, le MR et ProGansoren, on voulait de l'augmentation du PRI. Malheureusement, on a dû le faire parce qu'on est... c'est le précompte. C'est le précompte immobilier, parce qu'on est réaliste. C'est-à-dire qu'on a eu, et ça on l'oublie, on a eu 1 an et demi de Covid où il a quand même fallu avancer dessus. On a eu la crise énergétique également. Donc voilà, je peux vous dire que dans notre programme, on ne veut pas d'augmentation de la fiscalité. Après, il y a des réalités qui s'imposent. Et donc j'espère qu'on n'aura pas à le faire. Ce n'est pas dans notre objectif de le faire. Mais regardez ici, sur les 6 ans, malheureusement, on a dû le faire. Ça faisait 22 ans. Je rappelle qu'on ne l'avait pas fait. Je rappelle aussi qu'en 22 ans, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté. Je ne connais pas grand-chose qui n'a pas augmenté en 22 ans. Mais à la base, voilà, c'était ni dans le programme de ProGansoren, ni de DEFI, ni du MR. Donc voilà. Alors, Monsieur Van Latem, si j'ai bien compris, on n'est pas à l'abri d'une augmentation de la fiscalité à l'avenir. Non, parce que, comme l'a dit à juste titre M. Raz, nous ne sommes pas bons en matière d'un certain nombre de règlements existants où des communes à taille identique
perçoivent 1 million, 2 millions de plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a clairement une problématique en termes de perception, sans pour ça créer de nouveaux règlements ou de nouvelles taxes. Ces règlements existent, mais ils ne sont pas perçus. Et donc avant de penser d'augmenter quoi que ce soit, nous avons ces règlements, il faut qu'ils soient exécutés. Alors je vous demanderai une réponse en 30 secondes sur cette fiscalité. Je sais que c'est compliqué, hein, Marie Fontaine, oui, tout à fait. mais voilà. Alors, dans l'efficience, dans ce dont on dispose, la créativité et aller chercher via des partenariats notamment, et puis aller chercher l'argent à différents niveaux de pouvoir. Sur la fiscalité, si à un moment donné, il faut l'augmenter pour avoir des crèches, pour avoir des écoles, pour avoir des services qui fonctionnent, alors oui, mais il faudra aller chercher sur les épaules les plus larges et pas toucher à ceux qui souffrent. 30 secondes, Stéphane Obey, là-dessus. Ça va être même moins, je vais vous dire, avec nous, ce sera non à une augmentation de la fiscalité. Les règlements taxes doivent être effectivement exécutés, mais il n'y aura pas de taxes supplémentaires. Voilà, merci en tout cas d'être venu débattre sur ce plateau. À vous maintenant, électeurs, de choisir le parti qui répond le plus finalement à vos attentes. Le débat, c'est fini pour ce soir. Demain, on va changer de lieu. On va quitter Gansoren pour se rendre à Evere. Très bonne soirée à tous.